C'était un 0,3. Bon. Mais ici, ailleurs, c'est... Bonjour à tout le monde. Oui, ici. Nous sommes en direct de Saint-Alban pour voir le lever du soleil. J'en ai marre. Il manque un petit peu de brume pour qu'il soit rouge. Ça c'est bon ça. C'est bon. Ça marche avec la dignité. T'as un boulot, t'as un sacré boulot. Si après, de temps en temps, il doit y avoir un resto qui est pour mauvaise ou un truc comme ça, non? Côte de bœuf. Voilà qui sort. Cinéma, toi t'applaudis ou pas? C'est Jean qui raconte... Ah non, mais après, il faut rester un temps de propos, je disais. Oui, mais après on redescend tous ensemble et on va... Oui, voilà. Mais... Non, attends, Nous on redescend par l'autre côté sur le Vec ici, on fait le tour par là. Mais bon après. on attend ton histoire. Par cette. Philippe a ouvert là? Ah non, c'est bon, j'ai déjà une torche, je peux en avoir deux. On fait le tour du Saint-Alban, c'est-à-dire qu'au lieu de revenir par la route, on passe par le chemin, par le Pré-Neuf. En fait, ça rallonge de 500 mètres, mais pas plus. Mais par contre, c'est vachement beau, tu passes sous les falaises. Et il paraît qu'à l'époque, Oui, et puis en plus, c'est un truc, c'est que pour toi, c'est quand même plus direct. Ouais, voilà, j'ai passé à le soleil. Ouais. Vas-y pour la légende. Bon, on peut y aller. Jean, la légende! Jean, la légende! Jean, la Puisque vous insistez, je vais vous la raconter. Je voulais pas te Donc, demander, je vais vous le raconter. alors, il était une fois, il y a fort longtemps, environ 8 siècles, peut-être 9, peut-être 10, eh bien, une illustre famille qui s'appelait les Roquefeuille et qui habitait ce château qu'on ne voit plus à cause du soleil et qui était normalement juste en face et qui s'appelle le château d'Algues. Et cette famille illustre, en fait, un aïeul était un des vassaux de Charlemagne et il avait investi le premier château de l'Aveyron qui s'appelle le château de Verdus, dont il ne reste que quelques fondations près des célèbres canoles, hein, que d'aucuns connaissent dans le coin. Et cette fameuse famille Roquefeuille avait 3 fils, dont l'aîné s'appelait Guiral, celui qui suivait s'appelait Sulpice et le dernier s'appelait Alban. Et il y avait un autre seigneur, presque aussi célèbre, qui s'appelait le seigneur de Cantobre, qui avait élu domicile sur le mamelon rocheux qu'on appelle Cantobre. Il y avait un très beau château, dont on a retrouvé les plans il y a peu, qui comportait un donjon et 5 tours. Et dans ce château, eh bien, il y avait une belle à la beauté incommensurable qui s'appelait, nul n'est parfait, Berthe. Et qui n'avait pas de grands pieds, mais de tout petits petons, dit la légende, et dont tous les jouvenceaux étaient amoureux. Et pour les 18 ans de la belle, la famille de Cantobre a invité tous les damoiseaux de la contrée, à condition évidemment qu'ils aient une particule, hein. Les serfs n'étaient pas invités. Et là, 200 damoiseaux sont accourus, mais les 3 qui ont retenu l'attention de la famille, devinez qui c'était, les fameux enfants du seigneur de Roquefeuille. Guillain a dragué le père, c'était l'aîné, le plus costaud, c'était aussi le meilleur héritier. Guiral, pardon. Guiral, voilà. Et puis le Sulpice adorait les mathématiques et aussi l'astrologie, ce qui paraît peu compatible. Mais lui, il a prédit l'avenir de la maman, et du coup, ça lui plaisait beaucoup. Il a dit, bah, celui-là, il est très bien. Et le dernier, le plus jeune, Alban,
qui adorait la poésie, a récité des poèmes toute la soirée à la belle Berthe. Et au petit matin, dans les familles occitanes, qui étaient quand même beaucoup plus civilisées que les Français, eh bien, on a tenu conseil. C'est pas le père qui imposait le choix de la mariée. Et donc, au petit matin, on a tenu conseil. Et le père a dit, ma fille, j'ai trouvé le mari qu'il te faut, c'est Guiral. C'est un gars sérieux, tu vas pouvoir t'appuyer sur ses épaules. La mère a dit, non, non, il faut prendre le plus intelligent, c'est-à-dire Sulpice. Et évidemment, la fille a dit, si vous permettez, j'aimerais donner mes préférences, et moi, c'est Alban. Ah, gros problème, personne ne pouvait trancher. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus à Nantes voir l'abbé Bernard. L'abbé Bernard qui était leur oncle. Et du coup, l'abbé Bernard, consulté, leur a dit, écoutez, j'ai une solution pour vous, c'est un voyage organisé qui se passe à Jérusalem, ça s'appelle les croisades. Avec un peu de chance, il y en a 2 qui restent sur le carreau, et le 3e épousera la belle Berthe. Ils disent, mais comment n'avons-nous pas pensé plus tôt? Donc ils sont tous partis en croisade, mais ils se protégeaient tellement les uns les autres, sous la férule du fameux Guiral, que finalement, eh bien, aucun n'est mort. Et 10 ans après, ils sont revenus de cette fameuse croisade sous l'égide du fameux et célèbre Raymond IV de Toulouse, hein, le grand conquistador de Palestine, de Jérusalem. Ils sont revenus, vivants tous les 3, et quand ils sont descendus par la côte de la Phare, ils ont entendu le glas sonner. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Pour qui sonne le glas? Ils ont dit, pour qui sonne le glas? Et pour qui sonnait le glas? Solveig vient de le dire, pour la belle Berthe, qui était morte de chagrin. Oui, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas le téléphone portable pour se dire, je suis en vie, etc. Et donc, ils sont arrivés, et de voir que la belle Berthe était morte la veille de leur arrivée, ils se sont dit, c'est un signe du destin, nous devons consacrer notre vie au Seigneur. Et chacun est venu s'installer sur un sommet, Guiral, Sulpice, Alban. Et tous les soirs de la Saint-Jean, ils faisaient un grand feu. Le premier, ça a été effectivement Guiral qui s'est éteint. Le second, ça a été Sulpice. Et le 3e, enfin, ça a été Alban. Et depuis lors, les habitants de la vallée, pour lui rendre hommage, eh bien, montaient en procession le lundi de Pentecôte. Et ça s'est arrêté il y a à peu près 70-80 ans, parce que si les premiers chantaient des cantiques, paraît-il que les derniers, c'est plutôt des chansons grivoises quand ils ne se battaient pas. Donc le curé a dit, bon, on va arrêter de monter des croix qui pèsent 50 kilos, pour que les gens chantent, alors que les gens chantent des chansons paillardes. Et du coup, ça s'est arrêté. Et la tradition a repris à peu près 30-40 ans pour le 15 août. Et puis depuis, les gens viennent voilà, voir le soleil se lever. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que derrière les légendes, il y a toujours un fond de vérité. Et il y a dans la magnifique abbatiale de Nantes, que j'espère que vous avez eu l'occasion de visiter, et qui est la seule église romane à avoir la particularité d'avoir 117 chapiteaux différents, eh bien, dans une chapelle sur la gauche, il y a une châsse dans laquelle il y a marqué les restes de Saint-Sulpice. On ne l'a jamais fait dater au carbone 14, mais sachez que l'oratoire Saint-Guiral, où il y a eu soi-disant après un château, n'a jamais été retrouvé. Et par contre, ici, à Alban, il y a une quarantaine d'années qu'on a entrepris des fouilles, on a trouvé des ossements humains. Alors, appartenait-il au fameux Alban? On ne le sait pas, parce qu'on ne les a pas fait dater. Donc, une chose est sûre, c'est qu'à l'époque, c'était quand même assez la mode au Moyen-Âge. Les gens qui commençaient à avoir un peu de sucre dans le sang, etc., ils montaient et ils se faisaient ermites. Et donc, on a eu pas mal d'ermites aussi au Rognantais, sous le Rognantais. Voilà. Voilà la légende, une des versions de la fameuse légende des ermites et des 3 frères, donc de la fameuse famille de Roquefeuille. Alors, je vais quand même vous dire que cette famille de Roquefeuille est restée très célèbre. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous savez qu'ici, il y a eu une guerre extrêmement féroce qu'on appelait la croisade des Albigeois. Le 21 juillet 1209, les croisés français, et pas que français, toute l'Europe, sont venus faire une croisade parce qu'ici, on protégeait toutes les religions, les musulmans, les juifs, et notamment les cathares, qui étaient une déformation des chrétiens. Et comme les Albigeois, comme les Biterrois n'ont pas voulu livrer leurs frères cathares,
eh bien, ils ont subi les foudres de la croisade. 60 000 croisés ont déferlé sur Béziers, ont massacré toute la population dans les églises, notamment dans la fameuse église de Madeleine et dans la cathédrale. Je vous laisse, vous le Suite à ça, partagerez. une guerre a commencé qui a duré de 1229 à 1247. Et cette fameuse guerre a fait des centaines de milliers de morts. Et à la fin, elle a été menée par le fils de Raymond VI qui s'appelait Raymond VII. Et Raymond VII, eh bien, a gagné tous ses combats grâce à l'héroïsme d'un ancêtre, d'un descendant plutôt de ces fameux Roquefeuille, qui était le fameux seigneur de Roquefeuille, qui dit-on pesait 150 kilos. Et de l'autre côté, il y avait le comte de Foix. Bon, je vais faire court parce que c'est un peu long l'histoire, mais sachez que à la fin, eh bien, tous les châteaux pratiquement avaient été reconquis, des centaines de châteaux ont été reconquis quand Raymond VII a débarqué en Provence. Et il arrivait devant les châteaux, le peuple se révoltait, donc il n'y avait même pas besoin de guerroyer. Et là, il y a un mystère, c'est le traité de Meaux. Aucun historien ne comprend pourquoi, à ce moment-là, Raymond VII a signé le traité de paix de Meaux avec le roi de France. Et il a signé ce traité qui prévoyait que sa fille Jeanne avait toutes ses possessions, mais qu'en cas de mort, tout irait à la couronne de France, puisqu'en fait son mari c'était le frère de Saint-Louis. Et là, évidemment, que s'est-il passé? Sa fille Jeanne est morte quelque temps. Bonne journée à tout le monde. Donc sans descendance. À tout à l'heure pour les tripous, bien sûr. Il a décidé que les seigneurs